Je parle à partir d'un travail d'archives que j'ai conduit avec un de mes collègues à l'Université de Lorraine, qui vous présente une très rapide esquisse de l'environnement dans lequel a vécu Claude Tresmontan entre l'âge de 10 à 12 ans environ. Et je m'appuie donc sur des éléments épars et peu nombreux pour l'évoquer, mais ce que je connais bien, c'est l'école Freinet. Si je connais quasiment pas la vie, en tout cas la biographie de Claude Tresmontan, je peux dire quelque chose, quelques mots de cette école et peut-être du coup vous aider ou contribuer à réfléchir à certains aspects de sa pensée, dans la mesure où il est possible que le séjour auprès d'Élise et Célestin Freinet a pu marquer la pensée du jeune Claude. Voilà, donc je dois forcément évoquer mon collègue que vous voyez sur cette photo. Là, nous étions tous les deux à Istanbul pour un colloque où nous parlions de l'école Freinet et de l'œuvre des Freinet. Donc Xavier Riondé, avec qui nous publions l'ouvrage que je viens de présenter à l'instant et qui paraîtra à l'automne aux presses universitaires de Nancy. Donc c'est en 1935 que ce jeune garçon a été inscrit à l'école Freinet par sa maman, journaliste, et j'en dirai un mot dans un instant. Je dirai un mot dans un instant du fait que son passage en Allemagne a été très marquant pour ce garçon et du fait peut-être qu'ensuite son orientation vers son goût pour la philosophie française, notamment celle de Bergson, a été particulièrement importante. Freinet étant lui-même un lecteur assidu de Bergson, je pense, enfin, avec mon ami Xavier, nous pensons que Freinet est un très très grand lecteur, mais l'un des penseurs qui a le plus inspiré tout au long de sa vie Freinet, l'un de ceux, c'est évidemment Bergson. Alors donc je présente rapidement quelques aspects de cette école que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas du tout. Elle a été construite, vous voyez, en 32, 33, 34, 35. C'est une école qui se voulait école laboratoire pour une nouvelle conception de l'éducation de l'enfance. Et au début, elle s'appelait la réserve d'enfants. Une réserve un peu comme pour protéger des animaux en voie de disparition, les enfants étant dans ce cas, selon Élise et Célestin Freinet, qui étaient des instituteurs de l'éducation nationale, mais qui l'ont quitté définitivement en 1935. Donc ils ont créé cette école privée avec pas un sou et une école qu'ils qualifiaient d'école de plein air, école naturiste, parce qu'il s'inscrivait dans un mouvement européen naturiste dans l'entre-deux-guerres, et école prolétarienne. On voit les premiers enfants qui formaient la petite colonie de cette école, les premiers élèves, qui vivaient en internat dans la plus grande pauvreté, et qui appelaient le couple Freinet, papa Freinet et maman Freinet. C'est ainsi qu'ils les nommaient. Ils les ont nommés spontanément parce que certains de ces enfants étaient des enfants orphelins, des enfants en tout cas éloignés de leur famille et durablement. Et au fond, le couple Freinet a eu la fonction de papa et maman pendant quelque temps, en tout cas pour ces enfants-là. La relation pédagogique, c'est ce qui comptait le plus pour ces pédagogues. Et cette relation qu'ils créaient impliquait une proximité la plus grande possible, ce qui justifie d'ailleurs le terme de papa-maman Freinet, quasi familiale. Leur fille elle-même, Madeleine Freinet, qu'on voit sur la photo ici, petite, raconte qu'elle vivait en totale communauté avec les autres élèves de l'école dans cet internat, et qu'elle dormait dans le dortoir des filles et non pas avec papa-maman dans une maison à part, puisque les Freinet eux-mêmes vivaient dans l'école. Une petite chambre qui se trouve, on peut apercevoir sur cette photo-là. Dans le bâtiment, au premier étage à droite, c'était la chambre du couple Freinet à cette époque-là. Donc c'est une école qui se présente comme un laboratoire vivant,
pour rechercher les pratiques d'éducation qui soient fondées sur une observation matérielle, matérialiste, disaient les Freinet, au sens où tout ce que l'on peut penser doit être en parfaite cohérence avec le concret, la réalité concrète. Dès 1935, baignade, bain de soleil, toutes sortes de pratiques naturistes étaient incluses dans cette éducation. L'alimentation végétarienne et même plus austère encore. Je cite un extrait de texte de Freinet de 1936, à l'époque où Claude Tresmontant était dans cette école. Placé dans des conditions strictement prolétariennes, dit Freinet, nous avons, à force de privation et d'efforts, réalisé une installation prolétarienne. Aucun luxe superflu, mais de l'air, du soleil, de l'eau, de l'espace, des champs, la tranquillité et le calme, des locaux confortables où nul n'a souffert de l'hiver, qui s'ouvrent tout grand l'été sur des terrasses et des jardins, avec des locaux scolaires spécialement conçus pour les fins que nous nous proposons. Bon, très rapidement, une vue aérienne de cette école, vue d'époque, je passe un petit peu vite, vue actuelle, puisque l'école fonctionne toujours, elle a été rachetée par l'État en 1991, c'est une école publique d'État dans laquelle le ministre a dit que la pédagogie devait y être maintenue, préservée, et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Je suis moi-même le directeur scientifique de cette école. Alors, sur cette photo, vous voyez l'activité qui est au centre, au cœur et à l'origine de la pensée de Freinet, l'imprimerie à l'école. Et c'est le rapport entre la pensée, l'émotion, l'expression et l'écriture qui fonde vraiment la démarche éducative et quasiment on pourrait dire anthropologique de Freinet, avec le prolongement qu'il souhaitait lui donner dans la diffusion de pensées, de ses émotions, de ses réflexions, par l'imprimerie, le journal et les livres. Donc on comprend que peut-être grâce à une conception, je dirais, presque thérapeutique de l'écriture, après avoir lu beaucoup de psychanalyse, Jung en particulier, qu'il a rencontré dans les congrès de l'éducation nouvelle en 1923-25, Freinet s'est complètement éloigné de la doctrine officielle de l'enseignement de la langue, en considérant qu'elle était certes une pratique à conquérir et des connaissances à maîtriser, mais aussi le lieu où se passe quelque chose d'inouï, qui est la genèse, la naissance, l'élan, comme il dit tout le temps, de la pensée d'un être, d'une personne. Alors, sans doute que le passage de Claude Tresmontant dans cette école a joué un rôle dans, c'est l'hypothèse que je propose, c'était peut-être l'une des pousses qui l'ont amené à considérer aussi, de manière aussi puissante, le texte, hein, le rapport au texte, et en même temps un rapport critique au texte. On voit également sur cette photo la place du dessin, de la peinture, l'expression libre, et notamment le rôle d'Élise Freinet dans ce domaine a été immense. Et le fait que le dessin est conçu par les Freinet comme un acte primitif de l'intelligence, qui est vu comme cette intelligence comme en création, et il y a une genèse de la pensée qui part de l'acte presque initial du tout petit enfant qui va graver par exemple dans le sable, dans les cailloux, partout où il le peut, donc faire ce geste d'imprimer une trace, puis dessiner, puis peindre et puis écrire. Hein. Donc il y a une logique du déploiement de l'intelligence dans cet acte qui doit être, c'est la doctrine d'Élise Freinet, totalement libre. Donc la libre expression, c'est la conception de l'éducation chez les Freinet. La libre expression, ça veut dire qu'on écrit et que l'on dessine et que l'on peint sans aucune consigne, sans aucune contrainte d'aucune sorte. Donc on arrive à l'école actuellement le matin, si on veut écrire, on écrit, si on veut dessiner, on dessine, si on veut peindre, on peint, on fait ce qu'on veut. C'est le point de départ de tout acte intelligent, en fait, qui peut associer l'effervescence de l'intelligence et puis toute cette part
inconnu des émotions qui travaillent ensemble en nous. Alors, ce qui est marquant, c'est la création d'un livre qui s'est appelé Les Pionniers et qui existe toujours à l'heure actuelle. Depuis plus de 80 ans, ce livre est publié, Les Pionniers, et qui recueille les textes des jeunes enfants. Donc voici ici la première fois que ce livre Pionnier est paru, le 10 octobre 1935. C'est quelques jours après la rentrée scolaire officielle, où Claude Tresmontant est arrivé dans cette école. Alors voici le premier texte de cet enfant. Bon là, il est un peu long. J'ai beaucoup de documents, je ne vais pas pouvoir vous les présenter parce que j'essaie de rester dans le temps imparti, mais quand même, je trouve que celui-ci, nous pouvons le lire ensemble, il est vraiment extraordinaire. Quand je suis arrivé en Allemagne, je ne connaissais pas un mot d'allemand, mais j'étais très patriote. Je croyais que l'Allemagne était une sorte d'hôtel où on meurt de faim. Un jour, dans un tramway, je vois un monsieur avec une croix d'honneur. Je lui ai dit d'un ton mal élevé, « Ce n'est pas vous qui avez gagné la guerre. » J'étais dans une pension privée communiste. J'avais très peur de la guerre. Dans ce temps-là, Hitler avait constitué un groupe hitlérien. Je ne savais pas ce que c'était. La révolution était commencée, il y avait des batailles dans les rues entre les gens et les agents de police. Il y avait la jeunesse hitlérienne. Tous les enfants avaient un poignard sur lequel était inscrit sang et gloire, car c'était une gloire d'enfoncer son poignard dans la poitrine d'un juif. À l'école, je me battais sans cesse avec des enfants parce que j'étais français. Quand passait un train d'hitlériens, il était obligatoire de crier Heil Hitler. Et si on ne criait pas cela, on allait en prison. À moi, on m'avait donné un insigne bleu-blanc-rouge qui me dispensait de crier Heil Hitler. Ma mère m'a dit qu'elle était allée au théâtre et qu'un monsieur avait dit que Dieu nous donne la liberté de penser. Tout le monde a applaudi. Voilà. C'est très intéressant de regarder ce texte spontané d'un enfant de 10 ans qui, dans une école où on lui donne en fait carte blanche, dit ce qu'il a envie de dire et comme il le dit. Alors, quelques autres textes que je pensais que je voulais peut-être évoquer pour vous, mais j'ai l'impression que je vais manquer de temps pour le faire. Je ne sais pas si peut-être je peux vous l'envoyer par écrit et puis vous diffuser aux personnes qui le souhaitent. Hein, il y a plusieurs textes où on trouve le nom de Claude Tresmontant à cette époque-là. Vous voyez les dates, hein, je les ai sous les yeux. Et en particulier, juste je signale une anecdote, il y avait des équipes à l'école Freinet qui portaient des noms soviétiques. Et lui, il était dans le groupe des oudarniks, c'est-à-dire ceux qui travaillent dur. Alors bon, visiblement, d'après ce que je comprends, ça lui est resté, les travailleurs de choc. Et les oudarniks étaient un peu espiègles d'après les textes dont on dispose de cette époque-là. Ils relatent un peu leur vie, ce qu'ils faisaient, bon, les trucs qui vivaient un peu tous les jours. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce petit bouquin dans une collection qu'avait créée Freinet, Enfantine, où là, on voit Tresmontant peut-être dans un domaine où on s'y attend moins, c'est-à-dire l'expression artistique. Le récit a été écrit, le texte a été écrit par son copain Lucien Ferry, mais les illustrations, c'est de la linogravure et c'est lui qui les a réalisées sous, bien sûr, la conduite d'Élise Freinet, qui avait été lauréate du prix Gustave Doré en 1925, puisqu'elle était elle-même artiste, Élise Freinet. Donc voici l'illustration de ce petit livre, Un pâtre en Auvergne, qui raconte la vie d'un petit pâtre en Auvergne. Et on voit les très belles réalisations pour un enfant de 10 ans d'accompagnement de ce texte. Je laisse le plaisir de les regarder un peu. Alors je ne vais pas faire, moi, de réflexion métaphysique, hein, je ne suis pas du tout venu pour cela et je n'ai pas la compétence, je ne suis vraiment pas un connaisseur de la pensée de Teilhard, mais je voudrais témoigner du fait que, par exemple, j'ai amené ici un petit ouvrage d'archives annoté de la main de Freinet. C'est l'introduction à la pensée de Teilhard Chardin de Claude Tresmontant. Chaque fois qu'il publiait un ouvrage, il le dédicaçait, il l'envoyait
à Élise et Célestin Freinet, puis ensuite à Élise Freinet, lorsque Freinet est mort en 1966. Élise a vécu jusqu'à 1983. Et donc on voit dans cette fidélité dont vous parliez très bien quelque chose d'extraordinaire qui montre peut-être, alors bon je ne sais pas, c'est peut-être simplement affectif, mais qui montre peut-être aussi une filiation profonde ou moins connue de Tresmontan avec une œuvre qui elle est, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais qui est monumentale en pédagogie, l'œuvre d'Élise et Célestin Freinet, sans doute parmi les plus grands pédagogues de notre temps. Dans ce livre, donc, qui est très annoté par Freinet, j'ai regardé, parce que j'ai tous les livres de Teilhard annotés par Freinet, et puis de Trémontan, j'ai regardé ce qui l'intéressait. Et en fait, c'est très simple. Ce qui l'intéressait, c'est une chose, c'est le concept de la vie. Puisque Freinet commence son essai de psychologie sensible, l'un de ses grands livres, par « La vie est ». Donc ça évoque des questions métaphysiques dont que vous avez déjà abordé précédemment. Et dans tous ces livres, Freinet se régale, et ensuite dans les recensions qu'il a pu en faire et publier, de voir comment on peut penser la vie autrement qu'en termes mécanistes ou ultra technicistes. Mais en même temps sans un halo de métaphysique éthéré ou halluciné, comme aurait dit Nietzsche, mais avec cette espèce de bon sens de l'observation et cette rigueur rationnelle qui caractérise ces auteurs-là, et que Freinet lui-même possédait. Hein. Voilà. Alors, il y a des discussions intéressantes à l'intérieur du mouvement Freinet entre certains adeptes du mouvement, des instituteurs, et une correspondance entre Freinet et ses camarades à propos de Teilhard de Chardin, qui témoigne du fait que la pensée de Teilhard, à cette époque-là, entre les années, si vous voulez, milieu des années 50 et jusqu'à la mort de Freinet en 66, était au cœur de ses réflexions. Voilà. Bon, je l'évoque, je n'ai pas le temps de les lire de manière explicite. Voilà d'autres dédicaces. Il y en a de toutes sortes. Pour Maman Freinet, affectueusement, Claude Tresmontan, dans d'autres livres que nous possédons dans nos archives. Peut-être que le goût de la langue et de la belle langue et de la langue qui est la pensée et la pensée libre a orienté Tresmontan dans cette voie qui semble être une voie difficile, escarpée, qui a été la sienne, compte tenu des questions qui l'intéressaient, qu'il voulait faire valoir. Moi, je propose l'idée, elle est peut-être un peu trop présomptueuse, hein, mais elle serait intéressante à creuser. Je propose l'idée que c'est cette exigence radicale de Freinet pour la totale liberté d'expression de ses élèves qui l'a mis en confiance sur ce chemin-là. Parce que après avoir quitté l'école Freinet, bon, il a été scolarisé dans un établissement où peut-être c'était fort différent. Et du coup, je me dis que même du point de vue psychanalytique, si on est un peu jungien, le séjour de 2 années dans un lieu aussi hétérotopique, pour employer un terme foucaldien, un lieu aussi extraordinaire que l'école Freinet, a dû se fixer dans son psychisme compte tenu du fait que ça a cessé d'avoir lieu pendant tout le temps de sa scolarité. Et est-ce que donc ce n'est pas vraiment l'une des sources très puissantes de son orientation par la suite, hein, sur la question de l'écrit, de l'expression, et aussi sur un autre point, qui est celui que vous avez évoqué, tout à l'heure, qui est son goût pour la discussion, puisque ce qui caractérise, qui est l'une des puissantes inventions de Freinet, et qu'il a qualifié de cure morale, par analogie à la cure talking cure, la cure analytique freudienne, la cure morale, c'est la réunion hebdomadaire, tous les enfants se réunissent, et ils parlent totalement librement ensemble et en public, et chacun assume ce qu'il a à dire devant les autres. Et ça, cette institution, la réunion, qui s'appelle comme ça, la réunion, il est possible que
elle est fortement marquée, le petit Claude, qui est voulu, enfin, qui a déploré par la suite l'absence de ce genre de situation, notamment avec ses collègues, si je comprends bien, à Paris 4, où il déplorait le fait de ne pas pouvoir échanger intellectuellement à égalité, puis en toute liberté, des idées qui pouvaient être contraires, parce que ce qui caractérise la Réunion, pour les enfants de l'école Freinet, c'est que la critique est totalement libre. Il n'y a aucune censure. Et chacun apprend à assumer cette critique. Et celui qui est accusé, par exemple, de quelque chose, doit fournir des arguments pour sa défense, et celui qui accuse doit être à la hauteur de son accusation. Il ne peut pas se permettre de porter une accusation infondée, il va devoir prouver que son accusation tient la route. Et s'il échoue, eh ben, il va falloir que tout le monde se réconcilie. Et alors ça, c'est vraiment extraordinaire pour un marxiste qui était Freinet. C'est son sens aigu de l'harmonie entre les personnes, au-delà de toute différence, de toute division intellectuelle. Hein. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a dû quitter le Parti communiste à un moment donné, en 1952, c'était vraiment absolument plus compatible. Voilà. Donc ça c'est le titre d'un très beau texte dont parlait Bérangère là, que vous trouverez dans la revue L'Éducateur, qui est en ligne le 15 novembre 1952, 17 ans après avoir été inscrit à l'école Freinet. Il témoigne, page, vous voyez, 136-139, un très très beau texte sur ce qu'il dit. Voilà, d'après moi, comment cette éducation m'a influencé, comment ce séjour à l'école Freinet m'a marqué et m'a influencé. Et pour conclure, donc peut-être je lirai l'un des passages de ce petit article vers la fin. Je crois que c'est cette liberté de l'esprit qui est le grand cadeau que nous avons reçu à l'école Freinet, avec une allégresse de créer et de comprendre, un optimisme à l'égard de la vie vivante, et une horreur, celle même de l'instinct, pour ce qui est mort, sclérosé, mécanique. De cette liberté de l'esprit, nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est une preuve à l'actif de l'école Freinet que tous les anciens élèves n'ont pas toutes les mêmes opinions, n'ont pas tous, pardon, les mêmes opinions, et qu'ils peuvent même aller dans une direction que Freinet n'aurait pas souhaitée. Voilà. Et tant mieux, aurait dit Freinet. Donc voilà, je m'arrête. Merci.